nous y voyons quelques volets techniques. D'abord le volet normalisation, le volet accréditation, le volet évaluation de la conformité avec ses sous-composants et le volet règlement technique. C'est l'harmonisation de l'ensemble de ces volets techniques dans un pays qui permet effectivement, qui constitue dans un premier temps l'infrastructure nationale qualité et qui concourt effectivement à la production des biens et services de qualité au niveau national. Nous avons un cinquième volet qui est un volet transversal que nous appelons généralement le volet promotion de la qualité ou promotion de la culture qualité. Il est évident qu'aujourd'hui nous sommes dans un environnement de plus en plus compétitif. Aujourd'hui, si le Bénin veut participer, je veux dire, aux échanges intracommunautaires au niveau même de la CEDEAO et aux échanges internationaux, les produits béninois doivent être aux normes, c'est-à-dire pouvoir compétir aussi bien sur le marché national, d'abord pour conquérir son propre marché, sur le marché régional CEDEAO et également pouvoir, je veux dire, répondre aux exigences du marché international. C'est en ce sens que nous disons que avoir une infrastructure nationale qualité qui réponde aux exigences internationales va favoriser dans une certaine mesure l'insertion de l'économie béninoise dans le commerce régional et le commerce international. Ce n'est pas un secret que Camerco ne va pas très bien. Camerco traverse des moments difficiles. C'est des moments difficiles mais qui sont structurels parce que c'est le même problème qui se pose depuis pratiquement le début de son exploitation. Camerco est un grand malade. Mais le ministre des Transports, lors de sa visite de prise de contact, a très vite rassuré en annonçant que le chef de l'État préparait en ce moment une sortie de la zone de turbulence pour Camerco. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, fait du redressement de Camerco un peu son affaire personnelle. Et je crois que dans les jours qui vont venir, nous serons fixés exactement sur les mesures qui seront prises pour relancer la Camerco. Pendant les allocutions, l'on aurait appris la mise en activité des avions chinois, les MA-60, d'ici la nouvelle année pour booster la flotte existante. Les instructions précises ont été données à l'autorité aéronautique pour que leur certification intervienne dans les meilleurs délais, a poursuivi le ministre des Transports. Ces aéronefs seront utilisés par la compagnie aérienne nationale du Cameroun, Camerco, pour assurer les dessertes internes, voire dans la sous-région. À Bonapriso, à la base aérienne de Douala, le ministre des Transports a inspecté les avions MA-60 sous le regard ravi du personnel. Au Ghana, le secteur énergétique est en plein boom. 5 ans après avoir commencé à exploiter son premier gisement de pétrole avec le champ sous-marin de Jubilee, le pays se tourne désormais vers le gaz naturel. Lors de l'inauguration d'une usine à gaz l'an dernier, le président John Dramani Mahama a même affirmé vouloir en faire sa priorité. Cette centrale, je pense, est encore plus importante que le pétrole en raison de son effet multiplicateur en termes de création d'emplois, ainsi que pour la sécurité énergétique du Ghana. Je suis beaucoup plus enthousiaste aujourd'hui vis-à-vis de cette raffinerie de gaz que je ne l'étais lors de l'extraction des premiers barils de pétrole. Mais l'installation de cette usine produisant 500 MW suscite bien des inquiétudes. Les habitants de la région vivent principalement de la pêche et de l'agriculture. L'exploitation du gaz représente une réelle menace sur leur mode de vie traditionnel et leur environnement. La nuit, on ne peut pas dormir à cause du fonctionnement de l'usine. Il fait plus chaud. Cela affecte notre agriculture, les cocotiers et les plantes s'assèchent. Les pêcheurs se plaignent également de la zone d'exclusion de 500 mètres autour des puits. Des algues nauséabondes encombrent leurs filets et les stocks de poissons semblent diminuer. Ces mauvaises algues nous dérangent énormément. L'exploration pétrolière a causé beaucoup de difficultés sur les zones côtières. Les poissons ont commencé à mourir et nous avons entendu dire qu'une technique utilisée pour les forages de pétrole en est la cause. Nous n'attrapons plus autant de poissons qu'avant dans les zones côtières et à cause du forage, une odeur nauséabonde vient de la mer.
Toutes ces inquiétudes ne vont pas arrêter l'exploitation pétrolière et gazière pour autant. Malgré une production de seulement 100 000 barils par jour, soit quasiment 20 fois moins que son voisin nigérian, le secteur est considéré comme un relais à la croissance économique du pays. En effet, l'économie du Ghana repose aujourd'hui principalement sur l'or et le cacao. Le gouvernement souhaite multiplier par 6 sa production de brut d'ici 2018 afin de briser sa dépendance envers le Nigeria et en finir avec les coupures de courant qui peuvent durer toute une journée. Mamadou Konté est titulaire d'une maîtrise en informatique industrielle et maintenance depuis 2006. Faute d'emploi, il s'est créé un magasin de vente de fournitures scolaires afin de joindre les deux bouts. Chaque jour, chaque mois et chaque année, depuis que j'ai fini les études, je n'arrête pas de déposer mes dossiers dans les entreprises, dans les fonctions publiques, mais c'est difficile d'avoir du travail. Comme Mamadou, des jeunes Maliens sont dans cette situation. 2 ans après le bac, c'est pas facile. Bon, jusqu'à présent, je continue à chercher du boulot. Tu sais ce que ça fait et faire tous ces parcours-là sans emploi. Comme vous le savez, si présentement au Mali, même quand tu finis avec les études, bon, même pour avoir un simple stage, c'est très difficile. On essaie de faire des petites activités à côté. Le chômage est si récurrent dans le pays que la majorité des diplômés maliens à peine sortis des universités se pressent de créer de petites activités génératrices de revenus sur lesquelles ils se basent en attendant que le miracle qu'est l'obtention d'un boulot se présente à eux. Les machines à coudre, des instruments essentiels de l'économie du Swaziland. L'industrie textile est le premier employeur de ce petit royaume d'Afrique australe. Mais le secteur est en crise. Les États-Unis ont exclu le pays d'un accord commercial qui les exonérait de taxes pour leurs exportations. D'après les syndicats, depuis le début de l'année, 3000 employés du textile ont perdu leur travail. Beaucoup moins selon le gouvernement. Nous avons perdu près de 1800 emplois en tout chez les entreprises qui exportaient 100% de leur production aux États-Unis via l'accord. Mais grâce à notre travail et le développement des nouveaux marchés, je suis content de dire que nous avons quasiment résorbé le manque à gagner. « 1800, c'est vraiment une sous-estimation, vu que dans une seule entreprise, on a perdu 1450 emplois. Dans une seule entreprise. Les pertes d'emplois ont été massives, surtout dans le textile. Et ce qui est malheureux, c'est que le gouvernement ne s'occupe du problème que très lentement, à la vitesse d'un escargot. En vertu de l'accord AGOA lancé en 2000, une quarantaine de pays d'Afrique subsaharienne ont accès au marché américain avec des conditions favorables. Au Swaziland, cet accord a permis au textile de prospérer. Mais en contrepartie, les pays doivent respecter les droits de l'homme, notamment la liberté de la presse et le droit de grève. C'est le droit des travailleurs de s'organiser et de faire grève s'ils ne sont pas contents de ce que leur offre leur employeur. Mais au Swaziland, quand les gens font grève, le gouvernement envoie la police pour les battre et les renvoyer au boulot. Comme Maria Matseboula, plus de 28% de la population active au Swaziland est au chômage. Son passé de syndicaliste rend sa réinsertion encore plus compliquée. C'est vraiment difficile et douloureux. La Constitution dit que tous les employés ont le droit d'appartenir à un syndicat, mais les patrons, ils ne veulent vraiment pas des gens comme nous. Pas du tout. Le gouvernement swazi a promis de tout faire pour réintégrer l'accord. Mais le royaume est aussi sous le feu des critiques de l'Union européenne pour avoir menacé et arrêté des journalistes et membres de l'opposition. Sans vraie réforme, plus d'emplois pourraient encore disparaître. Elles ne sont plus les bienvenues dans le secteur de la volaille en Zambie.
Désormais, les industries étrangères devront en effet composer avec les entrepreneurs locaux pour continuer à exercer légalement leurs activités dans ce pays. Nous ne chassons pas ceux qui sont dans ce business. Ce que nous disons, c'est que le secteur doit être dirigé par des propriétaires zambiens, sous influence zambienne et par des sociétés zambiennes. Donc ceux qui sont dans le secteur doivent s'associer avec des Zambiens et les Zambiens doivent posséder plus de 50% des parts. En prenant cette décision, les autorités zambiennes entendent surtout préserver leur monnaie, le kwacha. La plupart de ces sociétés contribuent à la dévaluation du kwacha. Lorsqu'elles vendent des poulets en utilisant des ressources locales pour externaliser leur argent, elles doivent aller sur le marché pour acheter en dollars. Donc cela affecte le taux du kwacha et nous voulons que l'argent reste en Zambie. Du côté des producteurs étrangers, cette décision est vue d'un mauvais œil, même si on en comprend les motivations. Nous voudrions savoir si à court terme, ils vont être capables de répondre à la demande du marché. Et les ouvriers que l'on emploie, que vont-ils devenir? Et leurs familles, comment vont-ils faire pour s'occuper de leurs familles? C'est une bonne politique, mais comment résoudre tous ces problèmes? Autant de questions auxquelles les autorités zambiennes sont appelées à apporter des réponses pour une bonne réussite du mouvement protectionniste sur l'industrie de la volaille en Zambie. Ils ont d'abord été empêchés par les forces de l'ordre de tenir leur sitting. C'est alors dans cette auberge qu'ils ont décidé de s'adresser à la presse. L'Association des clients et sociétaires des institutions financières du Sénégal dénonce ce qu'ils appellent les pratiques bancaires usuraires appliquées par les banques et les institutions de microfinance. Par conséquent, ils exigent une législation pour protéger les clients. Il nous faut une loi sur le délai de rétractation, une loi qui va donner un bail de 8 à 15 jours aux clients pour qu'après signature, s'ils voient que le contrat est émaillé de dol, qu'ils puissent être à même de se rétracter. La loi sur le délai de grâce. Aujourd'hui, nous avons des travailleurs, des commerçants, des cultivateurs. Ils peuvent contracter aujourd'hui un prêt et que le lendemain qu'il y ait un sinistre. Si un tel cas venait de se produire, il faut qu'il soit protégé par une loi. Selon l'association, le contrat entre les clients et les banques est un contrat déséquilibré, ce qui continue d'augmenter le nombre de personnes et d'entreprises surendettées au Sénégal. Il révoque également le non-respect par les banques des 19 mesures de gratuité exigées par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, ainsi que les taux d'intérêt exorbitants appliqués par les banques. Imaginez-vous, la banque achète cet argent-là à 2,5 pour revendre cet argent-là aux clients à un taux de 14-15%. C'est exorbitant. Le combat continue pour les manifestants. Pour plus d'impact et de visibilité dans leur action, ils n'excluent pas d'organiser des sittings, cette fois-ci sur l'ensemble du territoire du pays.